Bonsoir à tous. En Mauritanie, un homme symbolise le combat pour l'égalité des droits humains, des droits de l'homme et contre le racisme. Et il s'appelle Biram Daabed, militant de l'abolition de l'esclavage dans son pays. Et cela fait 4 mois maintenant qu'il est en prison malgré son statut de député. Pourquoi se retrouve-t-il derrière les barreaux? C'est l'une des questions que nous posons ce soir dans l'entretien du jour. El Hadj Fall, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc le porte-parole ici en France de Biram Daabed. Tout d'abord, quelles sont les dernières nouvelles que vous avez de lui? Les dernières nouvelles que nous avions de lui, c'est que son état de santé est toujours limite. Il est toujours en prison. Et nous étions dans l'attente d'une délibération du ministère public, ou en tout cas du tribunal, et, parce qu'il voudrait requalifier son dossier d'un dossier correctionnel suite à la plainte d'un journaliste, d'un pseudo-journaliste plutôt, parce que je respecte plutôt la fonction de journaliste. Là, en fait, on a eu la confirmation que le dossier a été requalifié en criminel, sur une plainte. Sur une plainte. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord présenter brièvement Biram Daabed, et ensuite, on va expliquer pourquoi il est en prison cette fois-ci. Parce que ça fait plusieurs fois qu'il séjourne en prison. Mais ce cas particulier, on va l'expliquer, d'accord? Donc, d'abord, qui est-il pour que nos téléspectateurs le connaissent un peu mieux? Alors, Biram Daabed est un petit-fils d'affranchi. Sa grand-mère était une esclave. Son père, bien sûr, fut le fils d'une union plutôt libre. Libre, en tout cas, en termes d'esclavage, je veux dire. D'accord. Et donc, très jeune, il a eu à voir un acte qu'il n'a pas compris en tant que gamin, à 10 ans. Il a vu un de ses amis intimes se faire tabasser par un autre garçon qui était tout chétif, alors que son ami était plutôt bien baraqué. Il pensait qu'en lui donnant un coup, il aurait pu régler son compte. Et il n'a pas compris comment ça se fait que son ami s'est retenu. Et lorsque lui a voulu riposter contre le petit garçon qui le tapait, sa maman lui a demandé de se retenir en disant que non, ne fais pas ça. Et à ce moment, le garçon a pris l'ami de Biram Daabed et qu'il l'a amené avec lui. Et après, sa maman lui a dit, écoute, ton papa, lorsqu'il rentrera, il t'expliquera. Et lorsque son papa est rentré, il a dit, tiens, en fait, il lui a reposé la question, il a dit, c'est l'occasion d'en parler. Et il lui a dit, en fait, si ton ami ne l'a pas riposté, c'est parce que c'est l'esclave de ce garçon qui l'a tapé. Alors, à 10 ans, ce n'est pas des choses que l'on intègre naturellement. Et une discussion fut entre lui et son père, et il a dit qu'il a pris cet engagement à ce moment-là, comme quoi il fera tout pour que ceci n'existe plus. Donc son engagement date déjà de très loin. En fait, traumatisé par ce qu'il a vu, ce gamin de 10 ans, à l'époque, ne savait pas qu'en Mauritanie, c'est incroyable, beaucoup de personnes en Afrique ne savent pas que dans votre pays, il y a encore ce qu'on va appeler des séquelles de l'esclavage ou même des faits qui ressemblent à l'esclavage. C'est quoi la proportion? Comment ça se manifeste? Le mot séquelles, je préfère ne pas l'utiliser parce que je trouve qu'il est trop gentil. Factuellement, ce sont des faits d'esclavage. Il faut vraiment qu'on retienne ça. Et c'est en cela d'ailleurs que c'est aberrant parce que moi j'ai grandi en Mauritanie. Il y a des choses que je voyais que je ne m'expliquais pas parce que ça me paraissait normal. Vous trouvez normal qu'un homme à la peau noire puisse travailler dans un champ, par exemple, sans être payé, ou dans une maison sans être payé, et qui, soi-disant, soit l'esclave de son, on va dire, de son maître un peu plus blanc. Et c'est pas spécialement l'esclave, parce que moi j'ai grandi plutôt en ville. Je faisais des va-et-vient avec les villages parce que j'ai une connexion avec vraiment la grande famille. Mais en ville, c'est encore plus flagrant parce que j'ai grandi dans un quartier où c'est plutôt les cadres du pays. Et il y a quelque chose qui était flagrant, c'est qu'à chaque fois dans une maison d'un copain, mot blanc, il y avait toujours un noir qui travaillait. C'était toujours un noir qui faisait le ménage. C'était toujours une noire qui faisait la nourriture, qui préparait la nourriture. Et puis, voilà, c'est des choses que je me dis, bon, c'est classique, mais c'est quand même bizarre. Et en discutant avec les uns et les autres, j'entendais souvent le nom Khadim. Khadimti, ça veut dire, en hassania, ça dit, c'est mon esclave. Mais non, bien sûr que non. Mais ça veut dire que... Vous dites c'est incroyable. Je me dis c'était incroyable, mais en fait, pour moi, c'était une blague. Et en fait, non, c'est pas une blague. C'est une réalité.
Et pourtant, tous les Mauritaniens l'acceptent comme étant une situation normale. Une situation normale. Exactement. Pourtant, il y a une loi dans votre pays qui interdit officiellement l'esclavage. Alors, on a eu l'avantage que beaucoup de nos aînés ont lutté contre ces faits. Oui. Depuis quelques décennies, mais en particulier à partir de 1966. Oui. 1963 plutôt, il y a eu des leaders, des jeunes étudiants qui ont voulu que ceci cesse, parce qu'eux-mêmes étant issus de cette situation, comme Biram Daoul Abed. Oui. Et donc il y a eu une répression en 60... en fait, il y a eu un mouvement d'abord qu'on appelle le mouvement Al-Har. Oui. Ce sont vraiment des Haratin qui ont créé un groupe pour demander à ce que ceci cesse. Et dans ce mouvement, en fait, en 78, on les a tous arrêtés. Et on les a mis en prison, dont une seule femme qui faisait partie de ce mouvement, qu'on appelle Moul'id Fall. Elle est toujours là et qui est devenue, bien sûr, après militante de cette cause. Et malheureusement, en fait, avec cette arrestation, ça a créé un tollé quand même parce que les étudiants arrêtés, les diplomates qui étaient sur place, qui se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, bon, ils ont quand même poussé le gouvernement à faire un acte en cette faveur, dans cette direction. Et donc, on a aboli l'esclavage en 1981 avec le président. Aboli l'esclavage en 1981 en Mauritanie. Exactement. Vous savez que quand on dit ça, peut-être qu'on en rit ou on sourit là sur le plateau, mais on parle de quelque chose de grave là. Extrêmement grave. Et donc... Je vais rebondir sur le mot grave, parce que vous l'avez utilisé. Quand on se rend compte que le maître peut utiliser, on appelle ça le droit de cuissage, peut consommer son esclave comme étant une femme, comme la nourriture. Vous êtes sérieux? Et je le dis malheureusement de manière... Vous êtes sérieux que ça existe en Mauritanie, que des femmes noires, leur maître décide de faire l'amour avec elle. Mais en fait, le mot, c'est consommer, c'est pas faire l'amour, parce que l'amour, il est fait avec sa femme, mais il consomme la femme comme étant un objet. Ça existe en 2018. On est en 2018 et pourtant, ce dont on parle, c'est ça. C'est sérieux ce que vous me dites? C'est sérieux. Et donc Biram Daabed se retrouve en prison. Lui, il est un fervent, traumatisé depuis 10 ans par ce qu'il a vu. Il va commencer à se battre contre cela tout au long de sa vie, à s'opposer à ce fait pour que cela s'efface de la société mauritanienne. Ce n'est pas toujours évident sa lutte. Il a déjà fait depuis 2013 maintenant des séjours réguliers en prison, condamné à 2 ans, il est ressorti, etc. Mais cette fois-ci, il est en détention préventive, on va appeler ça comme ça, puisqu'il n'est pas encore jugé. Et vous venez de me dire sur ce plateau que désormais le tribunal accepte donc que son cas soit examiné par une cour criminelle. Exactement. Alors, on va expliquer ce qui se passe. Il se trouve que dans votre pays, il fait l'objet d'une plainte déposée par un journaliste. Qu'est-ce que le journaliste lui reproche ? Le journaliste a approché Biram soi-disant pour faire une interview pour une chaîne, Al Jazeera, ce qui est faux, parce qu'il n'était plus représentant d'Al Jazeera. D'accord. Et il a fait un reportage soi-disant pour expliquer l'accord qu'il y a eu entre le parti radical qui est issu de notre mouvement IRA avec le parti Sawa. Donc naturellement, le président, profitant de cette situation parce qu'il aime beaucoup diffuser le combat qu'il lutte, et grâce justement aux journalistes, la situation est aujourd'hui mondialement connu. Et ce journaliste, en fait, a été reçu chez Biram, mais vraiment comme un ami. Et donc, il écoutait toutes les conversations avec les militantes de Biram, et vraiment comme elle était un ami. Et donc, il a fait son interview. Et une fois qu'il a fini son interview, il a diffusé des extraits de son interview où, en fait, les phrases de Biram ont été utilisées dans le sens inverse. Comme on appelle ça, un montage. Un montage à l'encontre de ce qui devait être fait. Au lieu d'expliquer l'accord qu'il y a eu entre le parti Sawab et le mouvement et le parti RAG, en fait, il était en train de dire des choses contraires à l'encontre de la communauté moure. Mais est-ce que ce sont des propos tenus par Biram ? Non, en fait, ce sont des phrases, si on fait un montage, on peut dire l'inverse. Mais en vérité, il n'a même pas diffusé son interview. Il a diffusé des extraits de phrases où le président Biram était en train d'expliquer la situation. Et en fait, lui, il fait son commentaire derrière en disant voilà ce qu'il était en train de dire. Et donc, à partir de cette plainte, mais où est-ce que ça commence alors? Là, il a menacé de mort. Il ne faut pas exagérer.
C'est ce que dit la justice de votre pays. C'est ce que malheureusement dit notre justice. Mais nous savons très bien que notre justice, elle est à la solde du président. Je ne dirais même pas à la solde du ministre ou d'une autre personne, mais elle est à la solde du président. C'est le président qui décide, le président Aziz qui décide ce qu'il veut, et la justice, elle s'exécute, tout simplement. Mais le Biram a envoyé des vocaux nous demandant de faire attention par rapport à ce que ce journaliste est en train de faire. Autant que moi, je l'ai reçu chez moi comme étant un ami, ben, en fait, tout ce qu'il a écouté chez nous, tout ce qu'il a filmé chez nous, et il est en train de l'utiliser contre nous. Mais le journaliste dit qu'il a menacé d'user de la violence contre lui. C'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve que ces menaces contre l'intégrité de quelqu'un et que ça pourrait être donc une affaire, au lieu que cela ne relève de la correctionnelle désormais, relève de la cour criminelle. Tout le monde sait. C'est tout le monde? Tout le monde, j'ai dit, en Mauritanie, comme à l'extérieur de la Mauritanie, tout le monde sait que nous avons un combat qui est pacifiste. Nous sommes toujours les premiers à demander à nos militants, et il y a plein de vocaux, plein de vidéos où le président demande à nos militants, ne prenez jamais un bâton lorsque vous allez manifester. Oui, mais ça, vous savez, on peut tenir un discours public, ce que la main gauche fait, la main droite ne le sait pas, vous le savez ça. Même dans les faits, on n'a jamais vu nos militants prendre un bâton. Jamais. On peut défier qui que ce soit. Jamais on a eu un de nos militants avec un bâton. On a toujours milité pacifiquement. Et je peux vous garantir que n'importe quelle vidéo que vous pouvez regarder concernant la Mauritanie, jamais vous ne verrez nos militants faire ça. Mais par contre, à l'inverse, à chaque fois on a été bastonnés par la police. Biram, en question, a déjà reçu 2 grenades lacrymogènes sur sa poitrine. Malheureusement, on a des vidéos sur cela, où il était en train de militer pacifiquement avec une partie de l'opposition, parce que juste en 2016, et on lui a jeté des grenades sur sa poitrine. Vous vous rendez compte? Pendant que les gens militent pacifiquement, on jette des grenades sur des individus. Les grenades, on les jette par terre et que l'air sort et puis ça asphyxie les gens. Mais non, on les jette sur un individu en particulier. Il y avait d'autres personnes autour de lui. Ils étaient les bras, les gens accordés aux autres et on lui jetait la grenade sur sa poitrine. Vous pensez que quelqu'un lui veut du mal? Je ne vais pas tourner autour du pot. Le président Aziz lui en veut. C'est aussi simple que ça. Pas jusque-là, quand même. Quel est son intérêt? C'est un de ses compatriotes. S'ils sont dans une lutte politique, on comprendrait comment Biram peut-il menacer le pouvoir du président Aziz, par exemple. Comme on dit, le plus dur contre un tyran, c'est lorsqu'il a un éveilleur de conscience. Et Biram est un éveilleur de conscience. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Beaucoup de leaders ont effectivement défendu la cause, ou en tout cas ont amené la cause de la lutte contre l'esclavage jusqu'à un certain niveau. Je peux parler de Messoud Ould-Boulkhair, je peux parler de Boubacar Messoud, le président de l'ONG SOS Esclaves. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites. D'accord? Mais Biram est celui qui a réellement donné la force en fait, aux Haratines de se rendre compte que ce qu'ils sont en train de subir est une injustice, mais avéré. Et aujourd'hui, en fait, on n'a quasiment plus besoin de le dire. Chacun dans son coin, c'est lui qui se révolte tout seul. Et ça, c'est ça qui met en branle le pouvoir. Parce que le pouvoir, c'est un pouvoir Beydan. Le pouvoir Beydan est une communauté qui représente à peine 15% de la société mauritanienne. Officiellement, les chiffres disent 40%. La communauté Beydan, soyons très honnêtes, elle représente 15%. Mais la communauté Beydan se dissout avec leurs esclaves, dont ils considèrent comme étant dans leur communauté, et ils gonflent les chiffres en disant « nous sommes plus de 70% de la communauté ». Non, les Haratines, les hommes noirs de cette communauté Beydan, de culture arabe, ne sont pas des Maures. Et c'est ceux-là qui sont leurs esclaves, et ceux-là ne sont pas effectivement des Beydan qui sont au pouvoir. La preuve, lorsque vous regardez le gouvernement, on ne voit que des morts. Lorsqu'on regarde le système économique, on ne voit que des morts. Lorsqu'on regarde les cadres dirigeants du parti de l'appareil d'État, on ne voit que des morts blancs. Comment se fait-il que dans un pays où nous sommes à 15% de morts blancs et une communauté noire, et quand je dis noir, je parle des Haratines, mais je parle aussi des Poulas, parce qu'il n'y a pas que les Haratines en Mauritanie, il y a aussi les Poulas qui sont nombreux, il y a les Soninké aussi qui sont très nombreux, il y a aussi les Bambara et les Wolof qui sont très nombreux en Mauritanie. Mais les Haratines c'est le nombre le plus élevé. Mais on ne voit aucun représentant, sauf soi-disant, de faire valoir. On peut nommer un ministre dans un gouvernement de 27 ministres. On nomme un ministre Poula, on nomme un ministre Soninké, on nomme peut-être un ministre... C'est peut-être un bon début, non? Non. Ça fait déjà 53 ans 58 ans qu'on nous dit que c'est un bon début. On va résumer notre pensée pour que ceux qui nous écoutent comprennent de quoi nous parlons. Ce soir, nous sommes en train de parler de Biram Da Abeid, qui est un militant
qui se bat contre l'esclavage en Mauritanie. Ça fait plusieurs années que, d'une façon ou d'une autre, il a des problèmes officiellement, en tout cas, avec la justice de votre pays, même si vous me dites ce soir qu'il y a des intérêts politiques derrière pour l'empêcher de continuer son combat. Et son dernier séjour est en cours. Ça fait 134 jours désormais qu'il est en prison. C'est ça, qu'il est en prison. Et cette fois-ci, il n'a pas de problème avec le pouvoir. On ne lui reproche pas, par exemple, d'appartenir à une organisation non autorisée. Cette fois-ci, on lui reproche tout simplement d'avoir menacé, d'attenter à la vie d'un journaliste qui l'accuse, évidemment, d'avoir tenu des propos contre les morts au pouvoir dans votre pays. Et vous me dites ce soir, je résume bien votre pensée, si quelque part je ne résume pas, vous me relevez. Vous me dites ce soir que cette affaire aurait dû relever de la Cour correctionnelle, mais le ministère public a décidé que ce sera la Cour criminelle qui connaîtra. Donc ce sera les assises pratiquement pour lui. Exactement. En 2012, il a brûlé des livres qui codifient l'esclavage. Oui. Il a brûlé des livres. Oui. D'accord. À l'époque aussi, le ministère public avait requalifié son acte comme étant un acte criminel. Il a été condamné à mort. Vous vous rendez compte? En brûlant un livre, on vous condamne à mort. Ah oui, mais vous savez que à l'époque, ça avait tellement suscité la colère des Mauritaniens qui avaient considéré même ça comme l'apostasie. Vous le savez, ça? Pas les Mauritaniens, il ne faut pas exagérer. C'est une communauté qui voit que son socle de pouvoir est en danger, qui demande à ce qu'on arrête ce monsieur qui est en train de les mettre en difficulté. En fait, ce livre, à l'intérieur, Biram expliquait que c'était ce livre qui légitimait l'esclavage en Mauritanie. Qui disait le pourcentage du bras d'un individu à qui il appartient et qu'on peut le donner aussi en cadeau, en cadeau de mariage. D'accord, comme on donne aussi une fleur. D'accord. Donc, et c'est ce livre qui disait qu'il a brûlé en disant que si vous pensez que c'est celui-ci la preuve de vos dires, comme quoi l'esclavage est religieux, moi je vous démontre qu'à travers cela, c'est faux. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que Biram a fait des études de droit. D'accord. Toujours en droite lignée par rapport à son engagement qu'il a pris lorsqu'il avait 10 ans. Voilà. Son arrestation aussi en 2013, c'était pareil. Son arrestation en 2014, c'était pareil. Aujourd'hui, on a arrivé à la même situation. Le pouvoir trouve toutes les excuses pour arrêter Biram afin que lui renonce à son combat. En 2014, on a arrêté pendant 21 mois. D'accord. Soi-disant, il participait à une marche non autorisée. Et il s'est révolté contre les forces de l'ordre. Mais tout le monde a vu les vidéos que jamais Biram ne s'est révolté. Il attendait comme ça les gardes et c'est eux qui sont venus le cueillir et ils l'ont amené en prison. Quand les autorités de vos pays vous interdisent de manifester, vous devez écouter les autorités de votre pays. Vous ne pouvez pas continuer à défier continuellement les autorités. Il y a des lois dans un pays, non? Nous sommes les premiers à respecter les lois. Parce que nous demandons à ce que les gens militent pacifiquement. Mais nous demandons aussi à ce que notre mouvement soit reconnu. Vous savez que depuis 2008, le mouvement IRA n'a jamais été reconnu par la Mauritanie. Pendant ce temps, nous avons plein d'associations qui ont été reconnues, plein d'ONG qui ont été reconnues. Pourquoi l'ONG, particulièrement IRA, n'est pas reconnue en Mauritanie? Parce que Biram Daoul Abeid arrive à convaincre les Mauritaniens, notamment les Haratin, et en tout cas tous ceux qui subissent l'esclavage, parce que ça existe aussi chez les Soninké, ça existe aussi chez les Pola, ça existe aussi chez les Wolof. Il réveille la conscience des gens et parce qu'il réveille la conscience des gens, on ne veut pas lui reconnaître ce droit d'exister. Est-ce qu'il y a un rapport entre son séjour actuel en prison et donc cette envie de se présenter à l'élection présidentielle de juin 2019? Il fut déjà candidat en 2014. Il n'avait que 9%. Vous dites 9%, nous 9%, c'est très gentil. Il n'y a pas de quoi inquiéter un régime. J'entends que vous trouvez que le nombre est peu, mais nous savons parfaitement que le pouvoir a particulièrement manipulé les élections en 2014. Et il s'est déclaré comme ayant gagné à 82%. Nous savons très bien que ce sont des mensonges. L'opposition a boycotté, certes, mais nous savons que la majorité des Mauritaniens ont voté pour Biram Daoul Abeid. Mais les élections africaines, on les connaît suffisamment. Les Magus existent partout. D'accord. Et effectivement, parce qu'il est candidat aux élections de 2019, vous dites qu'on l'a arrêté. Non, je ne dis pas. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a un rapport entre cette arrestation et son envie de briguer à nouveau la magistrature? J'ai dit clairement oui. Pourquoi?
En quoi il empêcherait la démocratie d'aller de l'avant dans votre pays? Regardez déjà la chronologie des choses. Oui. Lors des élections législatives municipales et régionales de 2018, oui. au mois d'août 2018, on l'arrête à la veille de l'ouverture de la campagne. Oui. On l'arrête sous l'excuse comme quoi il y a une plainte qui a été déposée contre lui. La plainte a été déposée il y a déjà un mois quasiment avant. Oui. Et comme par hasard, on se réveille au moment où on se rend compte... Ce n'est pas un hasard, la justice a un temps, vous le savez ça. Je le comprends parfaitement. Oui. D'accord, mais la justice, elle a un temps, comme par hasard, lorsque ça l'arrange. Nous avons des plaintes qui ont été déposées il y a déjà en 2012, en 2014, oui. en 2015. Des plaintes contre qui? Contre des esclavages. Oui. Contre des maîtres d'esclaves. Oui. Et ces plaintes n'ont jamais été prises en compte. Non, vous ne pouvez pas dire n'ont jamais été. Il y a des esclavagistes qui ont été condamnés. Il y a deux esclaves. Oui, mais au moins, ne me dites pas que ça n'a jamais été pris en compte. Dans un phénomène national, oui. Vous me dites qu'il y a 2 personnes qui ont été condamnées. Et qu'est-ce que le porte-parole du gouvernement dit? C'est que ce ne sont même pas des Mauritaniens. Parce que l'un est d'origine sahraoui et le second est d'origine malienne. Et c'est comme ça que le porte-parole du gouvernement excuse comme quoi non, même ces condamnations ne sont pas justifiées pour les Mauritaniens. C'est vraiment pour dire comme quoi le gouvernement, il ment, mais ouvertement, des phénomènes que tous les Mauritaniens connaissent, que tous les Mauritaniens vivent dans leur propre foyer, d'accord? Et le porte-parole du gouvernement nous dit non, même ce qui a été jugé n'est pas mauritanien. On va conclure notre entretien dans deux minutes maintenant. Juste, j'aimerais qu'on rassemble encore une fois nos idées pour que les gens nous suivent. Le dossier mauritanien et le dossier dont nous parlons ce soir de Biram Daabed n'est pas un dossier simple. Il faut que les gens entrent à l'intérieur. On est dans quelque chose qui ressemble un peu à l'apartheid en Afrique du Sud il y a quelques années encore en arrière. C'est que dans votre pays, il y a des morts qui sont blancs et qui occupent la majorité des pouvoirs publics, de l'économie politique, de l'armée, etc., l'administration. Et il y a des Haratines qui sont des personnes dont la couleur de peau est noire et qui ont été pendant très longtemps considérés comme des esclaves, donc des blancs dans votre pays. Et Biram Daabed est donc l'un des militants, le plus connu en tout cas, le visage qui symbolise cette lutte de l'esclavage. En Mauritanie comme à l'extérieur. Et il se retrouve en prison. Et il a été plusieurs fois en prison pour des faits qu'on a rappelés tout à l'heure. Et cette fois-ci, il est en prison depuis 134 jours maintenant. Et il est en prison à la suite d'une plainte, on l'a dit, d'un journaliste donc, qui l'accuse d'avoir menacé son intégrité. Ce soir, vous me dites qu'il sera jugé par la cour criminelle au lieu d'être jugé par la cour correctionnelle. On va conclure notre entretien. Il est candidat à l'élection de 2019. S'il ne sort pas de la prison, qu'est-ce qui va se passer? S'il est lourdement condamné, par exemple. C'est exactement ce que le gouvernement cherche. Il cherche en fait à trouver une condamnation pénale pour disqualifier sa candidature qui a été déjà déclarée depuis décembre 2016. Aujourd'hui, le pouvoir cherche par tous les moyens pour disqualifier sa candidature parce qu'ils savent qu'à chaque fois qu'il va se présenter, il va gagner. La preuve, les élections législatives en septembre, le 1er et le 15 septembre, il a été élu au premier tour comme député. Est en prison. C'est vraiment dire à quel point les Mauritaniens ont confiance en ce monsieur. Donc, évidemment, le gouvernement ne veut pas être en difficulté face à ce candidat parce que c'est le seul aujourd'hui qui est capable de mobiliser toute la communauté mauritanienne. Je parle des Haratines, mais je parle des Poulars, je parle des Wolofs, je parle aussi des Maures qui sont soi-disant des anciens esclaves. Mais les Maures ne sont pas tous des esclavagistes, je le dis encore. D'accord? Et parce qu'aujourd'hui, Biram présente cette personnalité que tous les Mauritaniens peuvent se réunir derrière lui pour briller à la magistrature suprême. Et le pouvoir Beidan ne veut pas perdre cet avantage. Donc, vaut mieux le garder en prison parce qu'effectivement, une condamnation pénale les disqualifierait parce que la législation est telle qu'elle. Et non, vaut mieux trouver une condamnation pénale qu'une condamnation correctionnelle. Dans sa lutte aujourd'hui, sur qui doit-il forcément compter pour que sa lutte soit entendue, pour qu'il puisse avancer? Est-ce que, par exemple, la communauté africaine, je veux parler des États africains, doivent se lever ou laisser le travail, encore une fois, aux associations et aux ONG de droits humains en Europe? Ce sera ma dernière question. C'est vraiment ça qui nous peine, c'est que les communautés démocratiques occidentales nous ont toutes soutenus. Je parle de John Kerry, je parle de François Hollande, je parle de Macron aujourd'hui. Vraiment, toutes les communautés, tous les pays occidentaux nous ont soutenus. À tel point que, dernièrement, la Mauritanie a été exclue de l'AGOA par Donald Trump. Mais nous n'avons jamais eu un dirigeant africain
qui ne serait-ce recevoir Biram et comprendre son combat. Jamais. Alors que c'est un fléau qui est en Afrique. Nous sommes tous en train de dire à l'Occident, non, laissez-nous nous débrouiller. Oui. Et lorsque des problèmes sont chez nous, nous refusons de lutter contre nous-mêmes. Voilà. C'est dommage. Et donc, le souhait le plus fort dans votre cœur, c'est que l'Afrique s'empare du dossier d'Iran. C'est notre communauté naturelle. Nous sommes africains, nous sommes noirs. Et le continent africain, il est noir, effectivement. Il est en partie arabe, mais il est majoritairement noir. Et ce que nous le subissons aussi par des blancs contre des noirs. Et je veux aujourd'hui vraiment que les Africains comprennent que nous subissons une situation vraiment injuste et que ceci soit relevé. Nous avons la chance que Kémy Séba commence à faire son travail. C'est quand même pas mal. El Hadj Fall, merci. Merci Ahmed. Membre du staff de Biram Daabed pour l'élection présidentielle de 2019. Vous êtes aussi son porte-parole ici en France de cet infatigable militant de l'abolition de l'esclavage en Mauritanie. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Vraiment. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télésud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.